Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu avenir automobile. Vous le savez, actuellement c'est pas la joie chez les constructeurs européens, tous traversent une crise automobile plus ou moins grave selon les marques. Chez la plupart des constructeurs, le responsable de cette crise, il est trouvé d'avance. Tous pointent la fameuse transition vers la voiture électrique comme étant la source de tous les problèmes de l'industrie. On vit une période très bizarre où tous les constructeurs demandent tous les jours à la Commission européenne d'adapter le règlement sur la fin du thermique en 2035 et tous propose des mesures plus ou moins farfelues pour sauver l'industrie automobile européenne. Ça fait un moment qu'on en parle sur cette chaîne automobile et j'ai fini par me poser la question de savoir si ces mesures pourraient réellement sauver l'industrie automobile européenne ou si le problème en réalité est beaucoup plus profond. Est-ce que si demain la Commission européenne réautorisait le thermique après 2035, l'industrie serait définitivement sauvée ou est-ce que la voiture électrique n'est que l'arbre qui cache la forêt des problèmes que vit le secteur actuellement? Donc aujourd'hui un petit hors-série sur l'industrie, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un commentaire, voire même en boostant la chaîne si l'option apparaît chez vous. On va commencer cette vidéo en parlant de deux mesures qui sont régulièrement proposées par les constructeurs, à savoir l'autorisation de vendre des voitures hybrides rechargeables après 2035 et l'autorisation de vendre des voitures électriques à prolongateur d'autonomie thermique, en gros des voitures électriques équipées d'un moteur thermique qui sert de générateur d'électricité et qui consomme de l'essence ou du diesel pour produire l'électricité, des solutions qui sont toutes les deux censées gommer le problème principal de la voiture électrique, à savoir l'autonomie ainsi que les temps de recharge dans un second temps, grâce à la présence d'un moteur thermique. Alors en ce qui concerne la voiture hybride rechargeable, j'ai fait toute une vidéo dédiée expliquant clairement pourquoi la voiture hybride rechargeable est une fausse bonne idée. Dans les deux cas, qu'on soit sur un hybride rechargeable ou sur un prolongateur d'autonomie, le fait de cumuler en quelque sorte sur une seule voiture à la fois une voiture électrique et une voiture thermique ne permet pas de cumuler les avantages de ces deux types de motorisation, mais cumule plutôt leurs défauts, à savoir déjà une double complexité mécanique. Avoir deux moteurs, c'est également avoir deux fois plus de sources de panne, deux fois plus d'entretien et des coûts de réparation plus élevés. Ça donne aussi des véhicules qui sont en général plus chers à produire que des voitures électriques ou que des voitures thermiques, et ce sont des véhicules qui de toute façon ne passeront pas le cap de 2050. C'est une espèce de pansement sur une jambe de bois, c'est une rustine temporaire, parce que dans un cas comme dans l'autre, ces deux types de motorisation rejettent des particules, des NOx et du CO2. Or, l'Union européenne veut absolument le zéro CO2 d'ici 2050. Alors oui, peut-être que ces technologies pourraient soulager un petit peu l'industrie entre 2035 et 2050. N'empêche que de son côté, si l'Union européenne refuse de bouger cet objectif zéro carbone 2050 et de continuer à rester dans le déni de la faisabilité de ce projet, les hybrides rechargeables et les prolongateurs d'autonomie n'accorderont au mieux que 15 ans de sursis aux marques européennes. Ce sera donc beaucoup d'argent investi par des constructeurs pour au final un retour sur investissement assez faible. Deuxième mesure régulièrement proposée, on en entend beaucoup parler et on est quasiment sûr que la Commission européenne va l'accepter, ce sont les kicars à l'européenne. C'est une idée qui est venue de Renault et de Stellantis, demander à l'Union européenne une flexibilisation des normes de sécurité sur les voitures pour pouvoir produire des toutes petites voitures moins chères dépourvues d'une partie des systèmes d'électronique obligatoires sur un modèle plus conventionnel. Alors sur le papier c'est très beau parce que ça permettrait peut-être de renouer avec des volumes de vente corrects. D'un autre côté, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez donner votre réponse en commentaire, vous seriez prêt à mettre entre 15 et 20 000 euros, ce qui n'a rien de pas cher, mais ce sont malheureusement les objectifs de prix que visent des groupes comme Stellantis. Est-ce que vous seriez prêt à mettre une telle somme dans une voiture qui répondra à des exigences de sécurité plus faibles qu'un modèle traditionnel, tout en sachant que vous apprêtez à acheter un véhicule qui n'a absolument pas la polyvalence d'un véhicule de plus grand gabarit? Parce que c'est ça l'entourloupe de la Kikar à l'européenne, on veut produire des toutes petites voitures avec des toutes petites batteries ou des tout petits moteurs, des toutes petites roues, avec des toutes petites autonomies et des toutes petites capacités. Cependant, on sait qu'en Europe, on attache beaucoup d'importance au design d'une voiture, qu'on cherche surtout des voitures polyvalentes, capables de transporter une famille, capables de faire de l'autoroute à la vitesse réglementaire de 130 km/h en France, par exemple. En gros, tout ce à quoi une Kikar à l'européenne ne sera pas autorisée. D'autant plus, et on retrouve le même problème d'ailleurs avec les voitures électriques de petit budget qui sont validées par exemple par le programme du leasing social en France, une famille, un foyer ou un individu qui a des petits revenus et qui ne peut par exemple investir qu'une somme minime dans l'achat d'une nouvelle voiture, il ne peut pas se permettre d'acheter un deuxième véhicule pour retrouver cette polyvalence. Certes, une Kikar à l'européenne sera peut-être très pratique pour les trajets en ville, pour les petites routes à 40 km/h, pour trouver facilement des stationnements, mais ce sont des véhicules qui en réalité s'adressent à une toute
petite niche d'individus autour desquels les constructeurs actuels font beaucoup de bruit en faisant croire que ce sera le remède ultime pour sauver les volumes de vente et démocratiser la voiture électrique. Autre chose que demandent régulièrement les constructeurs, à ce que les carburants de synthèse soient autorisés après 2035. Ce serait pour eux le moyen de continuer à vendre des voitures thermiques en ayant un bilan CO2 bien plus faible, voire même dans certains cas complètement neutre. Ce serait incroyable sur le papier, sauf que le carburant de synthèse a lui aussi son lot de problèmes à régler avant de devenir peut-être un jour une alternative crédible. Déjà, les coûts de production et de distribution exorbitants. On parle ici d'un carburant qui d'ici une dizaine d'années pourrait, dans le meilleur des cas, arriver en station à la pompe à un tarif avoisinant les 3 € le litre. Certains pourront se le permettre, pas sûr que ce soit le cas du commun des Français. Pour que ce prix baisse, il faudrait qu'il y ait plus de demandes, et s'il y a plus de demandes, il faut produire plus. Si tous les Français roulaient au carburant de synthèse, et pour que ce carburant de synthèse soit neutre en CO2, il faudrait environ 400 TWh annuels d'électricité pour produire tout ce carburant. C'est 4 fois la production actuelle de renouvelables, et même si, admettons, on utilisait de l'électricité nucléaire, en cumulant le renouvelable et le nucléaire en France, on arrive à environ 420 TWh d'électricité produite annuellement. C'est-à-dire qu'il faudrait monopoliser toute l'électricité produite sur 365 jours, ne serait-ce que pour alimenter nos voitures en carburant de synthèse. Penser que tout le monde peut rouler au carburant de synthèse, c'est illusoire. Penser que quelques milliers de Français pourront en profiter, peut-être, mais c'est un autre débat. Alors oui, peut-être qu'on aura à force plus de renouvelables qui permettront de produire plus de carburant de synthèse, mais on pourra jamais atteindre le niveau nécessaire pour rouler qu'avec ça. Je vous donne une idée du truc. Pour produire suffisamment d'électricité en éolien, par exemple, il faudrait réserver aux éoliennes une zone de 800 km² rien que pour la France. C'est la taille de l'Île-de-France, par exemple. Donc il y a un problème pour la production, pour le prix, mais il y a également un problème avec la pollution locale, puisque même si le carburant de synthèse permettait de rejeter, dans le meilleur des mondes, 0 g de CO2, il y aurait toujours les NOx et les particules fines. Or, dans quelques années, les futures normes Euro vont, au lieu de se concentrer sur le CO2, se concentrer sur la réduction des NOx. Et comme vous en doutez, actuellement les finances des constructeurs n'étant pas au top, c'est assez compliqué d'imaginer que les constructeurs vont pouvoir investir des milliards d'euros pour développer des voitures électriques et à côté de ça, développer des milliards d'euros pour produire des moteurs compatibles avec le carburant de synthèse qui ne rejettent pas ou très peu de particules. Pour terminer, il y a le mirage de la neutralité technologique. C'est ce que demandent tous les constructeurs. Ils demandent la possibilité de développer leur propre solution alternative à l'électrique et que la Commission européenne leur laisse la possibilité d'expérimenter des nouvelles solutions tant que le résultat en 2050 et en 2035 en termes de CO2 est atteint. Alors pour certains constructeurs, ça pourrait vouloir dire utiliser une partie de carburant de synthèse, pour d'autres utiliser une partie d'hydrogène par exemple. Le gros problème de ce mirage qu'est la neutralité technologique, c'est qu'on risque de se retrouver avec une solution proposée par constructeur avec des réseaux nationaux et des infrastructures qui ne peuvent absolument pas suivre autant de technologies en même temps. On peut prendre 2 ou 3 technologies et se dire qu'on répartit les investissements 50-50 et peut-être arriver à quelque chose de convenable à la fin, mais on peut pas diviser ses efforts en 10 sur 10 technologies différentes et espérer se retrouver à la fin avec des économies d'échelle et avec des réseaux et des infrastructures fonctionnelles. Alors je vous vois venir tous ceux qui vont dire que la seule solution c'est de ne miser que sur la voiture électrique. Effectivement, c'est la meilleure solution si on souhaite que dans quelques années l'industrie automobile européenne soit en réalité l'industrie automobile chinoise. La réalité c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution et que l'industrie automobile se retrouve face à un mur qu'elle ne pourra passer pour rejoindre la trajectoire de la croissance et du développement que s'il y avait une explosion réglementaire majeure. Il y a 2 réglementations qui ont été particulièrement destructrices pour l'automobile, qui ont vraiment été les accélérateurs de cette crise. La dernière en date, c'est la norme GSR2, qui oblige toutes les voitures vendues sur le sol européen de disposer de tas d'aides électroniques à la conduite, qui ont fait exploser le prix des voitures. C'est devenu quasiment impossible de trouver une voiture correcte, polyvalente, à moins de 20 000 €. Et 20 000 € pour un grand nombre d'Européens, c'est déjà un budget colossal pour l'achat d'une voiture neuve. Et la deuxième, c'était la norme Euro 6B qui est arrivée en 2015 et à partir de laquelle on a vu les constructeurs commencer à proposer tout un tas de chignoles équipées de moteurs 3 cylindres, tous moins fiables les uns que les autres. Résultat, on se retrouve 10 ans plus tard avec des voitures trop chères en lesquelles les consommateurs n'ont pas confiance, pour qui souvent la voiture électrique est encore plus chère et toujours pas assez polyvalente. Résultat, au lieu d'acheter du neuf, on achète de l'occasion. Les ventes chutent, les lignes de production sont réduites, les usines ferment, les licenciements pleuvent. C'est ce qui est déjà en train de se passer et
c'est ce qui risque malheureusement de continuer à arriver dans les 10, 15, 20, peut-être 30 prochaines années. La bonne nouvelle, c'est qu'on va être rapidement fixé sur ce que va devenir l'industrie automobile dans les prochaines années, puisque le 10 décembre 2025, la Commission européenne va donner de nouvelles instructions, de nouvelles lignes de conduite à suivre pour les constructeurs automobiles, expliquant quelles mesures dont on a parlé en vidéo aujourd'hui, aussi farfelues soient-elles, seront validées. Les deux mesures acceptées les plus probables pour le moment, ça risque d'être une dérogation pour les hybrides rechargeables après 2035 et une simplification des normes pour les petites voitures dites Kika à l'européenne. Ah, c'est ma prédiction à moi, n'hésitez pas à faire la vôtre en commentaire. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver le 10 décembre pour débriefer tout ça. Évidemment, en attendant, je vais continuer à vous bombarder tous les jours de vidéos d'actualité auto. Donc pensez bien à vous abonner si cette vidéo vous intéresse et aider à mieux comprendre en quoi les constructeurs sont en réalité dans une galère qui est bien plus profonde et qui sera bien plus durable et bien plus dure à résoudre que ce que beaucoup de constructeurs annoncent. Donc pensez bien à vous abonner, à laisser un petit like à cette vidéo, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas devenir des soutiens via le bouton rejoindre. Et puis écoutez, on se retrouve dès lundi pour les prochaines vidéos d'actualité auto pour voir un petit peu la suite du plan, hein, tout simplement. Allez, à demain, ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.